La demande a été faite par le comité organisateur de vous parler de la fatigue dans la maladie de Parkinson. C'est une plainte fréquente, mais je peux vous dire que la fatigue est une plainte courante, même en dehors de la maladie de Parkinson, c'est sûr. Donc je vous ai monté une conférence qui est toute nouvelle, parce que je fais des conférences depuis 40 ans, mais la fatigue dans le Parkinson, je n'avais pas encore abordé. Donc ça a mûri dans mon cerveau depuis quelques mois, jusqu'à se finaliser encore hier. Et donc c'est quelque chose de fort nouveau, cette approche. Et en résumé, mais vous allez voir après, on va bien détailler ça, le patient parkinsonien n'est pas fondamentalement fatigable. Je veux dire, il n'y a pas de relation entre le manque de dopamine et la fatigue. Maintenant, le patient parkinsonien est plus fatigable qu'un autre parce qu'il est, comme on va dire en termes techniques, batterie faible. Hein, ce déficit en dopamine qu'il faut continuellement suppléer par des médicaments fait que le parkinsonien se présente comme batterie faible et donc aura plus tendance à fatiguer. Mais quand son traitement marche bien, il n'est pas plus fatigué qu'un autre. Donc voilà, ça c'était l'éducation. C'est pas moi qui ai inventé l'éducation. Hein. Regardez, déjà au XVIIe siècle, on avait bien énoncé que comprendre permet d'agir. Donc c'est ça les fondements de l'éducation. Ça c'est un petit coucou à James Parkinson. Ça c'est pour vous rappeler la charte des Parkinsoniens qui existe depuis 1997 à l'EPDA. L'EPDA, c'est l'European Parkinson Disease Association, qui est basée à Londres, qui regroupe toutes les associations Parkinson d'Europe, et qui précise bien que les Parkinsoniens ont droit, des praticiens démontrant un intérêt net pour la maladie de Parkinson, diagnostic précis, avoir accès à des services adéquats, bénéficier de thérapies et de soins spécialisés, et participer à la prise en charge de leur maladie, parfois un peu oubliée. Et donc vous voyez que l'éducation rentre tout à fait là-dedans. Il faut bien expliquer et faire participer le patient, c'est très important. Alors je suis très heureux d'avoir lu qu'en 2016, notre brave Maggie de Bloch a fait un plan ministériel pour, excusez-moi, j'ai fait une faute d'orthographe, pour les soins de santé, où voilà, la Belgique tout à coup arrive à dire que le patient joue un rôle central de co-gestionnaire de ses propres soins de santé. Ces soins de santé seront organisés de manière multidisciplinaire et intégrée, ce qui est le fondement de ce que je vous disais tantôt. On travaille autour du parkinsonien sous forme de réseau. Il y a le médecin traitant, il y a le spécialiste, il y a le kiné, il y a la logopède, il y a l'ergothérapeute, il y a l'assistante sociale, il y a l'association Parkinson. Donc tout le monde travaille autour du patient. Et ils sont réalisés par des prestataires de soins compétents. Donc vous voyez qu'on a rattrapé le retard en Belgique, un retard d'à peu près 20 ans, mais ça fait plaisir de voir qu'on s'y est mis quand même. Alors voilà, comment approcher une plainte de fatigue exprimée par un patient parkinsonien? Voilà mes réflexions là-dessus. Bon. Bien sûr, pour commencer un exposé sur la fatigue, on va d'abord essayer de définir la fatigue, parce que c'est quand même de voir clair dès le départ. On parle de quoi? La fatigue, pas trouvé ça sur Internet, je n'ai même pas trouvé ça sur le site de l'OMS, j'ai trouvé ça dans l'ARS, bêtement. Est une sensation désagréable de lourdeur, de manque de fraîcheur, mentale ou physique, avec besoin de récupérer. Donc la fatigue, c'est une sensation désagréable, de lourdeur, de manque de fraîcheur, on se sent lourd, mentalement ou physiquement, et on a besoin de récupérer. Donc finalement, la fatigue, c'est ce que nous ressentons tous les soirs. La fatigue est normale, elle touche tout le monde, tous les soirs, ou après un effort prolongé. Quel est le traitement de la fatigue? Ben, le repos. Il n'y a pas de médicament, a priori, contre la fatigue, ou alors vous rentrez dans ce qu'on appelle le doping. Les dopants, le doping, bien connu des sportifs qui veulent, malgré qu'ils ressentent une fatigue après un effort prolongé, le poursuivre, etc. Il est clair qu'on ne va pas aller dans ce sens-là. D'autant plus que le rôle du sommeil, et ça me permet de faire un lien avec le livre sur le sommeil qui sort fin du mois,
et qui est un livre un peu original, je veux dire. Jusqu'à présent, vous aviez beaucoup de livres sur le sommeil qui s'intitulaient « Les troubles du sommeil et les moyens d'améliorer ». Je n'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu montrer les bienfaits du sommeil. D'abord, bien sûr, on parlera dans le livre aussi des troubles du sommeil. Mais le livre est d'abord orienté vers les bienfaits du sommeil. Ce qu'on oublie beaucoup à notre époque, c'est à quoi sert le sommeil. Et vous allez voir, si vous rentrez dans ce livre-là, que le sommeil a plus d'une dizaine de fonctions en dehors de la récupération. Plein de choses se passent pendant notre sommeil. Nous n'en sommes pas conscients, mais le lendemain matin, on est quand même bien content d'avoir dormi et d'avoir récupéré. Donc, le traitement de la fatigue, eh bien, c'est le sommeil. C'est le repos, c'est la récupération. Alors, quand peut-on parler de fatigue anormale? Eh bien, on peut parler de fatigue anormale en cas de maladie, par exemple, infectieuse. Je fais une grippe, je fais une bronchite, eh bien, je me sens plus fatigué que d'habitude. On est d'accord. De manière plus au long cours, j'ai malheureusement un cancer, eh bien, il est sûr que je suis plus fatigué qu'un autre. Il n'y a pas que les maladies physiques, il y a les maladies psychiques, la dépression. Je suis en dépression, je serai plus fatigué dans ma période dépressive. La fatigue anormale va évidemment venir aussi des troubles du sommeil. Je viens de vous dire que le sommeil a comme première fonction la récupération. Si je dors mal, si je ne dors pas complètement mes nuits, si je ne fais pas de sieste à midi pour compenser, ben je vais être plus fatigué. C'est une fatigue anormale, mais qui est évidemment liée aux troubles du sommeil. Et on se réveille, comme on dit, non dispo. Très important le matin de se tester et de dire, quand je me réveille le matin, est-ce que je sens bien la différence avec hier soir? Hier soir, j'étais fatigué, j'étais lourd, etc. Est-ce que ce matin, je sens que j'ai dormi et que ça me fait du bien? Le sommeil est alors dit récupérateur, il a joué son rôle. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à consulter votre médecin en disant « j'ai un réveil non dispo, je me réveille aussi fatigué que je m'endors », alors là, il y a un problème de sommeil à déterminer. Alors, il y a aussi cette notion de fatigue chronique. La fatigue chronique sont des gens qui sont fatigués depuis au moins 6 mois. Donc pendant 6 mois de rang, ils sont fatigués tous les jours, malgré qu'ils dorment, malgré qu'ils font la sieste. Et ceci sans lien avec les efforts, ils sont fatigués pour rien. Ils restent chez eux, ils sont fatigués. Ce n'est pas amélioré par le sommeil. C'est une sensation d'épuisement général, avec aussi des aspects physiques, un petit peu de température, ce qu'on appelle la subfébrilité, des douleurs articulaires. Donc ce syndrome de fatigue chronique existe, mais est rare, vu tout de suite, une pathologie rare, le syndrome de fatigue chronique. Alors est-ce que le parkinsonien s'inscrit dans le syndrome de fatigue chronique? Non, c'est sûrement pas une fatigue chronique. Fatigue anormale? Réponse, vous verrez tantôt, non. Le parkinsonien, oui, j'ai quand même avancé finalement. Le parkinsonien, lui, il est plus fatigable, mais sa fatigue est normale. Donc, comme je vous le mets ici, la fatigue chez le parkinsonien, il ne s'agit pas d'une fatigue chronique. Entre autres, par le maintien d'une bonne réponse au sommeil. Oui, ça c'est déjà important à dire. Souvent, les parkinsoniens disent « Écoutez, docteur, c'est en matinée que je suis mieux. » Ça veut dire quoi? Si en matinée, c'est là que je suis mieux, vous admettez que quelque part, le sommeil vous a fait du bien et que la journée passant, on commence à se fatiguer progressivement. On y reviendra tout de suite. Donc, souvent, les matinées sont meilleures que les après-midi, sauf s'il y a des troubles du sommeil, parce que le problème du parkinsonien, c'est qu'il peut avoir sa maladie de Parkinson, mais malheureusement, à côté de ça, il peut avoir d'autres soucis de santé aussi, malheureusement, et entre autres des troubles du sommeil. Troubles du sommeil qui peuvent être les apnées du sommeil. Le parkinsonien est souvent déprimé, on y reviendra tantôt. Donc ce sont des pathologies supplémentaires à sa pathologie de base qui vont aggraver sa fatigue. Donc j'en viens à dire que la fatigue chez le parkinsonien, elle est ressentie normalement si le Parkinson n'est pas compliqué. Si vous avez un Parkinson bien traité, pas compliqué, vous ne devez pas être plus fatigué qu'un autre, sauf que vous allez avoir une fatigabilité
aggravé par le déficit en dopamine. Comme je vous disais tantôt, vous êtes batterie faible. Et qui dit batterie faible veut dire que, par exemple, si vous avez un terrain où il faut tondre la pelouse, vous allez me dire, oui, mais il y a 20 ans, quand je n'avais pas le Parkinson, je me mettais en route avec ma tondeuse, je tondais 3-4 heures de rang et tout était fini. Maintenant, je ne sais plus le faire. Ça, on est d'accord. Il faut s'adapter au manque de dopamine. On est batterie faible. Batterie faible veut bien dire ce que ça veut dire. Je travaille 1 heure ou 2, et puis je vais remettre le chargeur en route pour recharger ma batterie. Et c'est quoi le chargeur en route pour un parkinsonien? C'est faire une micro-sieste, c'est se reposer et prendre ses médicaments pour repomper le taux de dopamine et pouvoir redémarrer. Donc le parkinsonien nécessite des périodes de repos plus fréquentes, on va appeler des pauses ou des siestes. Il peut avoir la sieste du petit déjeuner, il doit sûrement avoir la sieste après dîner, éventuellement encore une micro-sieste dans l'après-midi vers 4-5 heures. Micro-sieste, c'est une sieste de quelques minutes, 10-15 minutes. Qui dit sieste ne veut pas dire dormir. Qui dit sieste veut dire repos complet. Repos complet à la fois moteur et intellectuel. Parce que parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais je fais la sieste et je lis un livre ou j'écoute la TV, etc. » Ce n'est pas la meilleure sieste possible pour un parkinsonien. N'oubliez pas que la dopamine, dont on parle beaucoup, intervient, je vous mets dans la ligne suivante, la dopamine est impliquée dans l'activité motrice. On sait que quand on est parkinsonien, on tremble, on est plus lent, les mouvements sont un peu plus difficiles. Mais la dopamine intervient aussi dans la cognition et particulièrement la concentration. Donc ici, vous êtes concentré sur ce que je vous explique, sur les images et tout. Et bien pour les parkinsoniens, c'est un effort plus important que pour les autres. Parce que le manque de dopamine vous rend plus difficile à concentrer, ou en tout cas à concentrer longtemps. Et la dopamine intervient enfin dans le circuit de récompense, qu'on appelle la motivation. Donc retenez, la dopamine intervient dans 3 niveaux, le moteur, la concentration, la motivation. Ça, c'est les 3 points importants. Où le parkinsonien sera toujours un peu plus faible qu'un autre. Parce que je vous rappelle ici que quand on fait le diagnostic de maladie de Parkinson à notre époque, c'est-à-dire le fameux DAT scan ou les examens par le neurologue lorsqu'on commence à trembler ou être un peu lent d'un côté, le diagnostic moteur de Parkinson intervient quand le patient a perdu 70 à 80% de ses neurones. 70 à 80% de perdu. Donc on va travailler chez le parkinsonien avec 20 à 30% de neurones restants, qu'on va faire travailler un maximum pour essayer de compenser. Mais vous comprenez dès à présent qu'il est impossible, même en début de maladie, de dire, voilà, grâce au traitement, vous récupérez 100% de dopamine comme si vous n'aviez rien. C'est impossible. Vous allez remonter à 50, à 60% de votre taux naturel de dopamine, ce qui est déjà pas mal, ce qui empêche de voir les symptômes qui apparaissent lorsqu'il y a plus que 20-30% qui fonctionnent. Mais donc, il faut savoir qu'un parkinsonien restera toujours plus fatigable, plus faible au plan moteur, concentration et motivation. Voilà. Et tout ceci peut évidemment entraîner des symptômes et des plaintes qui comportent ou ressemblent à de la fatigue. Et donc, à partir de ce moment-ci, vous comprenez que quand on a une plainte de fatigue de n'importe qui, mais sûrement d'un parkinsonien, il faut analyser au cas par cas. Parce que maintenant, on va rentrer dans tout ce qui peut entraîner de la fatigue chez un parkinsonien. On a bien compris que ce n'était pas sa maladie. Sa maladie, si elle est bien traitée, il n'est pas plus fatigué qu'un autre, il est plus fatigable, une nuance. Plus fatigable, il doit se reposer un peu plus dans sa journée, mais s'il le fait, il peut passer une journée complètement sans problème et ne pas être fatigué le soir. Mais maintenant, si c'est le cas, il faut analyser au cas par cas qu'est-ce qui se passe. Et donc, on va partir de l'écoute du patient. Et on va vous écouter dire pourquoi vous êtes fatigué. Quel est votre ressenti? Quel est le contexte de cette plainte? Alors, vous pouvez me parler de manque de force, de manque d'explosivité, de manque d'endurance, de somnolence diurne, de manque de concentration, de lassitude ras-le-bol ou de douleurs chroniques. Vous voyez qu'il y a on va dire, profil particulier de plainte.
Si on est surtout du côté du manque de force, du manque d'explosivité, avant docteur, je me levais, je démarrais, je faisais quelque chose, ça partait tout de suite. Ah, maintenant, il est clair que le déficit majeur en dopamine entraîne une insuffisance de vitesse, un ralentissement de la vitesse de contraction musculaire, un ralentissement du mouvement qui est plus lent, qui est moins précis, qui mérite d'ailleurs d'être répété. Un patient parkinsonien devient de plus en plus précis et rattrape un peu de force lorsqu'il répète un mouvement. C'est ce qu'on appelle mettre en route ses schémas moteurs. Dans le cerveau, le manque de dopamine fait que les schémas moteurs ne fonctionnent pas bien. Au plus vous le répétez, au mieux ça tourne. Donc, entraîner son mouvement l'améliore. Et il faut donc faire de l'entretien musculaire, toute l'importance de la kinésithérapie ou de la gymnastique. Tout le monde ne doit pas faire de la kiné. Faire de la gymnastique d'entretien est très important pour entretenir ses schémas moteurs et entretenir sa musculature. Rappel aussi à cet endroit-là, la dopamine ne sert qu'à commander le mouvement. Quand vous prenez de la dopamine, ça se met dans votre cerveau, ça commande le mouvement. Mais la réalisation du mouvement, elle dépend de vos muscles. Les muscles, ils dépendent de l'entretien musculaire que vous vous donnez. Hein? Je reste dans mon fauteuil, je ne bouge plus, je regarde la TV, j'ai le Parkinson, quel drame. Eh bien, c'est la meilleure façon que ça n'aille pas. Il est clair que si vous voulez entretenir votre musculature, il faut régulièrement bouger. Pensez à tous les sportifs du monde. Tous les sportifs du monde, s'ils veulent du muscle, ils doivent s'entraîner tous les jours. C'est la même chose pour n'importe qui, et particulièrement le parkinsonien. Il faut faire de l'entretien physique, que ce soit de la gymnastique dans sa petite salle de gym. Je dis toujours que, bon, quand un manie commence vers 60 ans, et les enfants ont quitté la maison, donc il y a toujours bien une chambre qui va se libérer, et cette chambre doit devenir votre salle de gym. Un petit tapis au sol, un petit banc, un vélo, une TV ou une source musicale pour un petit peu animer les choses. Et tous les jours, on va passer quelques minutes, 2 fois 10, 2 fois 15 minutes, dans sa salle de gym et on répète les mouvements qui sont importants pour le parkinsonien. Particulièrement les mouvements d'extension. Parce que comme vous savez, le parkinsonien a tendance un peu à se fléchir. Donc travailler l'extension, c'est très important pour bien contrôler sa maladie. Donc on en est là. La répétition du geste améliore la précision et la force. Faites un maximum, et on reviendra tantôt dans les aspects thérapeutiques, sur l'importance de la gymnastique, voire de la kiné, pour lutter contre la fatigue qui pourrait être cette sensation de manque de force ou d'explosivité. Maintenant, j'attire votre attention sur la notion d'ankylose. Certains patients me disent « Ah, ben, je suis resté assis 2-3 heures dans le fauteuil, dans mon canapé. Quand il faut sortir du canapé, je n'en sors plus, j'ai difficile à sortir du canapé. Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que je dois prendre des médicaments en plus? Non, c'est de l'ankylose. L'ankylose n'a rien à voir avec un déficit moteur. C'est simplement une perte de mobilité, une sorte d'enraidissement qui a été aggravé par l'immobilité. D'ailleurs, on dit bien dans les avions qu'il ne faut pas rester plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure assis, qu'il faut savoir se lever, faire des mouvements pour éviter les flébites d'une part, mais aussi éviter l'ankylose. Donc ne confondons pas fatigue et ankylose. Alors, je suis resté 3 heures dans mon canapé, oh là là, qu'est-ce que je suis fatigué, il faut que je me remette en route, je suis fatigué. Mais non, c'est pas fatigué, c'est de l'ankylose. Donc bougez souvent, levez-vous, ne restez jamais 2 heures assis au même endroit, il faut bouger pour éviter cette fameuse ankylose. Alors, manque de force, manque d'explosivité, je vous conseille aussi de bien suivre la tension artérielle. La tension artérielle debout est plus basse, c'est environ 15% des parkinsoniens. Je lisais justement hier encore une étude américaine avait montré que chez les patients qui avaient plus de 20 ans de maladie, l'hypotension touche 50% des gens. Donc l'hypotension artérielle debout, la chute de tension debout, c'est lié à la maladie, au manque de dopamine et au traitement. C'est un effet secondaire, ça peut être un effet secondaire de notre traitement. Alors ce qui est d'abord important, c'est de connaître cette tension artérielle debout. Je vois encore trop de patients qui viennent, et quand je dis vous avez une bonne tension artérielle, ah oui, médecin, prends ma tension, je fais la dose. Ah, d'accord. Vous la prenez debout ou assise? Ah, je prends toujours assise.
nous on va la prendre debout. Et parfois, on va pas dire toujours, mais parfois, le 14 assis devient 9 debout. Et le patient dit, bah oui, quand je suis debout, je ne suis pas si bien que ça, je suis un peu lourd, fatigué. Ah bah oui, il y a quelque chose qu'on ne gère pas. Donc c'est très important d'attirer l'attention de vos médecins que la tension artérielle d'un parkinsonien doit être prise debout. 15% d'hypotension dans les premières années de la maladie, 50% après plus de 20 ans. Liée à la maladie, liée aux effets secondaires des médicaments, donc si elle est basse, mais on rentre, s'il y a des questions là-dessus, je veux bien y répondre tantôt. Comment gère-t-on une tension artérielle debout qui est basse? Mais il faut d'abord la diagnostiquer, et ça peut expliquer qu'on est moins bien. Alors, première solution thérapeutique, et bien évidemment, avoir un traitement médical bien étalé sur les 24 heures, éviter les périodes off, parce que clairement, si vous n'avez pas une bonne soudure entre vos médicaments de la maladie de Parkinson, vos Prolopa, etc., si à certains moments vous tombez en off, ben là vous allez me dire je suis fatigué, mais c'est pas fatigué, là c'est en off. En off, c'est un manque de médicaments. Ça n'a rien à voir avec la fatigue. Ça veut dire que votre dopamine ne travaille pas et que vous n'avez pas la mobilité normale. Mais ce n'est pas de la fatigue, c'est du off. Donc ne pas confondre ni ankylose, ni fatigue, ni période off, qui là, clairement, le problème, c'est un manque de médicaments. Mais dès que vous aurez pris vos médicaments, hop, vous allez revenir à une bonne mobilité et il n'y aura plus de fatigue non plus. Enfin, à soi-disant fatigue. Donc, bien étaler son traitement sur les 24 heures, s'entretenir physiquement, bouger régulièrement, je vous l'ai dit. Et alors, la première mesure contre les chutes de tension, debout, l'hypotension orthostatique, la première mesure, ce n'est pas un médicament. C'est de mettre des bas de contention. Les bas de contention vous font gagner à peu près 1 ou 2 degrés de tension. Donc, si vous avez 9 debout, avec des bas, vous devez remonter à 11. C'est beaucoup mieux que de prendre des médicaments qui vous font monter la tension et puis après, à la limite, ça monte trop haut. Le plus simple, ce sont les bas de contention. Alors, manque d'endurance. Donc, comme je viens de vous le dire, c'est souvent le manque d'explosivité qui gêne le patient parkinsonien. Il y a aussi cette notion de perte des automatismes, des réflexes. Alors, je rappelle que dans la maladie de Parkinson, ce qui part le plus vite par le manque de dopamine, c'est tout ce qui est réflexe et automatisme. Donc tous les mouvements deviennent volontaires. Hein, je suis obligé, si je ne fais pas attention quand je marche, le parkinsonien, il va commencer à traîner les pieds et à ne plus balancer le bras. Donc tous les mouvements automatiques disparaissent, donc il faut que ça revienne en disant volontairement, je dois bien faire mon talon pointe, je dois balancer mes bras, etc. Alors, avec l'évolution de la maladie, un manque d'endurance peut aussi apparaître, c'est-à-dire une difficulté à faire longtemps une activité. Je vous parlais tantôt de tondre la pelouse pendant 4 heures. C'est sûr qu'avec le temps, avec la maladie qui avance, vous allez voir que votre endurance pour faire un travail relativement long, ça va diminuer. Et que vous allez très bien tondre la pelouse, mais seulement pendant 1 heure. Et qu'avant, ce que vous aviez fait en 4 heures, vous ici, vous le ferez en 4 fois 1 heure. Mais c'est rien, on fait 1 heure, on se repose, on fait 1 heure, on se repose, on suit ses médicaments pour ne manquer de rien. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc vérifiez que vous adaptez bien votre traitement et votre façon de faire à l'évolution de la maladie. Travaillez l'endurance. L'endurance, ça peut aussi se travailler un peu sur le vélo fixe. On peut faire de la marche, des marches d'1 heure, etc. Voilà, c'est ce que je vous dis là. Nager aussi. Voilà. Oui. Ceci pour vous rappeler effectivement qu'avec le temps, le patient parkinsonien qui répond aux médications type DOPA, si au début il a un temps de réponse d'environ 5-6 heures, c'est-à-dire qu'au début de la maladie, on va vous dire prenez vos médicaments 3 fois par jour et ça suffit, ben, progressivement, la maladie évoluant, et ce n'est pas dû à une accoutumance au traitement, parfois on croit que c'est une accoutumance au traitement, il n'y a pas d'accoutumance. Le seul problème, c'est que le nombre de neurones disponibles pour faire de la dopamine dans votre cerveau continue de diminuer. Vous êtes passé de 100 à 20% avant de vous rendre compte que vous êtes parkinsonien, puis les neurones, ils continuent à diminuer. Et comme vous avez de moins en moins de neurones disponibles pour faire de la dopamine, il est compréhensible que la dopa qui est d'abord prise à peu près toutes les 5-6 heures, 3 fois par jour,
eh bien on va devoir la prendre toutes les 4 heures, puis toutes les 3 heures, puis éventuellement toutes les 2 heures, pour rapprovisionner régulièrement les neurones restants. Donc ce n'est pas du tout de l'accoutumance, mais il faut s'adapter à une prise, à un intervalle de prise qui corresponde à votre besoin. La seule personne qui peut déterminer le bon intervalle de prise, c'est vous. C'est vous, sur question évidemment, vous venez à la visite et on vous pose la question, quand vous prenez votre repas de 8 heures, jusqu'à quelle heure êtes-vous bien? Ah, vous savez, à partir de 10h30, je sens que ça va. Donc, on est à peu près à 2h30 de durée d'effet. Vous voyez, c'est un travail je dirais, d'écoute et de réflexion pour obtenir le bon intervalle entre les doses. Quant à la dose, il faut aussi la déterminer pour qu'elle ne soit pas trop basse, ni trop haute, parce que si on vous donne trop de dopage, vous allez commencer à faire des mouvements exagérés dans tous les sens, qu'on appelle les dyskinésies, qui signalent que vous en prenez trop. Parce que certains pensent parfois aller plus loin en prenant plus. C'est faux. Quand on prend plus, on crée la dyskinésie. Si on veut aller plus loin, il faut rapprocher les doses pour faire des bonnes soudures entre vos médicaments. Alors, autre plainte qui ressemble à la fatigue chez les parkinsoniens, c'est la somnolence diurne. D'abord, la somnolence diurne fait partie de la maladie. Par le déficit en dopamine, c'est d'ailleurs retenu comme un des symptômes de début. Parfois, on demande quels sont les tout premiers symptômes avant d'être moteur. Eh bien, parfois, il y a une tendance à la somnolence. Donc, le manque de dopamine va créer un peu de somnolence diurne. Mais ce n'est pas le plus fréquent. Plus souvent, si on est somnolent en cours de journée, qu'on pique du nez dans son fauteuil, etc., c'est parce qu'on a des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil sont fréquemment associés à la maladie de Parkinson, surtout quand la maladie a une longue durée. Je viens de faire un article et qui sera présent dans le livre, c'est que j'ai recensé 12 causes de mauvaise qualité de sommeil chez un patient parkinsonien. 12 causes. Vous avez 12 risques de mal dormir en tant que parkinsonien. Donc un parkinsonien doit être très méticuleux avec son sommeil, très observateur, essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il a difficile à s'endormir, à se rendormir, est-ce qu'il se coupe pendant la nuit, est-ce qu'il ronfle, est-ce qu'il fait des apnées, etc. Et en parler avec son médecin en disant, écoutez, docteur, il me semble que j'ai des problèmes de sommeil, je ne récupère pas bien le matin, est-ce que je n'irais pas faire une polysomnographie? Polysomnographie, c'est donc l'examen de sommeil qu'on fait en clinique, où on mesure à la fois votre encéphalogramme, votre façon de respirer, on mesure la fréquence cardiaque, etc. Et au bout de la nuit, on peut vous dire comment vous dormez et où sont éventuellement les problèmes. Voilà, parce que c'est ça la plus grande cause de somnolence diurne, entre guillemets, de sensation de fatigue que l'on peut avoir, de dire « oh, je suis lent et j'ai tendance à m'endormir en journée ». Maintenant, ça peut être aussi un effet secondaire de calmant. N'oubliez pas qu'au plus on prend des calmants, les anxiolytiques pour ceux qui sont angoissés, les antidépresseurs, les somnifères, au plus vous prenez de calmants, en combinaison avec d'autres médicaments comme les antiparkinsoniens, en combinaison avec l'âge qui ne fait qu'augmenter tout doucement, donc une fonction rénale ou hépatique qui peuvent être un peu moins performantes que chez les jeunes, vous allez accumuler des calmants, et qui dit accumulation de calmants dit somnolence. Fatigue, si vous voulez. Sensation de fatigue, mais due à la somnolence. Alors, il y a encore quelque chose à dire, c'est que certains de nos médicaments, je pense plus aux agonistes comme Mirabexin et Réquip, sont reconnus pour donner des problèmes de somnolence. Donc là, il faut le dire clairement au médecin, écoutez, docteur, depuis que je prends Mirabexin ou Réquip, il me semble que je somnole plus fatigué, mais généralement, ces problèmes de somnolence sont des problèmes de somnolence brutaux. On appelle les attaques de sommeil. Ça a d'ailleurs entraîné des polémiques lorsque certaines personnes, au début du Réquip, ont eu des accidents de voiture, et donc on s'est dit, tiens, c'est bizarre, ils prennent du Réquip, ils ont des accidents de voiture, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait de la somnolence au volant. Vous avez aussi ce qu'on appelle le nez dans l'assiette, donc le patient arrive pour manger, il a pris son Réquip ou son Mirabexin avant le repas, et puis tout à coup, paf, il
tombe le nez dans l'assiette en plein milieu d'un repas. Donc ça, ce sont des somnolences brutales, majeures, qui signent l'effet secondaire du médicament dopaminergique. Et quand vous voyez ça, il faut vite en parler à votre médecin parce que c'est une cause d'arrêt de ce traitement-là. On ne peut pas aller plus loin dans des conditions pareilles de somnolence brutale. Donc pour la somnolence diurne, vérifiez la qualité de traitement et améliorer votre sommeil parce que c'est souvent un problème quand même de qualité de sommeil plus que d'effets secondaires, mais il faut y penser. Manque de concentration. On a dit que la fatigue, ça peut être une sensation désagréable de lourdeur physique, mais aussi de manque de fraîcheur mentale. Donc le manque de concentration peut donner l'impression qu'on est fatigué. Or, le manque de concentration est fréquent chez le parkinsonien. Je rappelle, dopamine, moteur, concentration, motivation. Donc, les troubles attentionnels sont fréquents chez le patient parkinsonien, surtout lorsque les symptômes débutent à droite, c'est-à-dire que c'est le cerveau gauche qui est touché. N'oubliez pas que le cerveau gauche est le cerveau dominant. Donc le parkinsonien est fréquemment trouble attentionnel. Il ne faut pas lui en vouloir, parce que parfois les conjoints sont dit « Ah mais sois attentif à ce qu'on dit, je t'ai dit une fois ou deux fois. » Non, le parkinsonien, par ce manque de dopamine, est plus difficile à se concentrer, je vous le disais déjà tantôt. Bon, ben alors il faut stimuler la concentration. Alors comment est-ce qu'on peut stimuler la concentration chez quelqu'un? Bien, des exercices de répétition, c'est un peu comme dans le moteur. Si vous voulez être plus efficace au plan moteur, eh bien, il faut faire souvent de la gym, de l'entretien physique. Si vous voulez être plus efficace au niveau concentration, eh bien, il faut exercer votre cerveau, il faut le faire travailler. Au pire, au plan médicamenteux, on peut donner un peu de rilatine. La rilatine, 10 mg, 2 demi ou 2 entiers par jour, matin, midi, par le soir, parce que c'est quand même un petit excitant. On ne va pas agir mal sur le sommeil, mais ça peut donner, et j'utilise ça régulièrement, un petit coup de pouce à la concentration. Alors, n'oubliez pas aussi que l'anxiété liée à l'affection, et surtout les fluctuations, avec ce caractère imprévisible des fluctuations, ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc, dans la concentration, il y a l'énergie mentale, et l'énergie mentale, elle diminue, au plus on est anxieux, on est pris, on s'inquiète, et du coup, l'énergie mentale ne va pas dans le bon sens. Au lieu de vous être utile, elle vous est nocive, parce que vous la dilapidez, j'irais, dans des phénomènes anxieux, en disant, qu'est-ce qui va arriver? Je vais à la réunion, mais est-ce que je ne vais pas faire un off après, ou est-ce que je vais pas être en manque de médicaments? C'est vrai que c'est le drame de la maladie de Parkinson, c'est son imprévisibilité par moment, ce sont ces fluctuations qu'on essaye de gérer au mieux. Mais là, il faut en reparler, si vous n'êtes pas content de la bonne qualité de stabilité de votre affection en cours de journée. Il faut en parler avec votre médecin pour revoir éventuellement l'intervalle entre les prises, comme on a dit tantôt. Alors, qu'est-ce qui va nous aider dans le manque de concentration? Aussi, ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, le TCC, j'expliquerai tout de suite après, et aussi l'éducation thérapeutique. Parce que l'éducation thérapeutique, elle doit vous aider à mieux contrôler votre maladie, à mieux la gérer, et donc à diminuer beaucoup d'anxiété. Grâce à l'éducation, en sachant ce que vous devez faire devant telle ou telle situation, vous devez avoir moins d'anxiété, et avec moins d'anxiété, vous avez de la concentration disponible pour ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, je peux faire ici. La lassitude. Alors, les plaintes, c'est parfois de la lassitude. Fatigue, lassitude. Alors, quand on est du côté de la lassitude, c'est le manque de motivation. Je suis là, je n'ai pas envie, etc. Manque de motivation, je vous rappelle que c'est directement lié à la dopamine. Directement lié au déficit en dopamine. Souvent associé à un état dépressif, mais pas toujours. Le patient parkinsonien peut être apathique, comme on dit, manque de motivation, apathique, sans pour autant être déprimé. Maintenant, il est souvent déprimé aussi, vu qu'on dit que dans la maladie de Parkinson, vous avez moitié à 2 tiers des patients qui ont un problème dépressif associé, plus ou moins grave. Comment on sort de la lassitude? Comment est-ce qu'on remet de la motivation? Bien, des stimulations diverses, il faut stimuler le patient,
Surtout pas rester dans son fauteuil, comme je disais tantôt, essayer de trouver des activités diverses, pas toujours la même. Ça peut être toujours la même, vous entraînez une saturation, toujours faire la même chose, c'est saturant, donc il faut bouger, des choses diverses. L'ergothérapeute peut être quelqu'un d'intéressant, mais on les voit surtout dans les hôpitaux, très peu en dehors, qui peut donner des activités différentes au jour le jour aux patients, des jeux, des mots croisés, écouter des chansons, chanter éventuellement. Et puis vous avez les activités artistiques, qu'on appelle plus largement l'art-thérapie maintenant. Alors je remonte toujours avec intérêt cette évolution artistique. Ici, c'était une de mes patientes de Charleroi qui me faisait au début de sa maladie des superbes petites peintures florales, comme vous voyez. Puis la maladie a avancé, bien entendu, et 20 ans plus tard, elle en était là. Alors vous pouvez dire, oh bon, alors, c'est à rien ça. Eh bien non, que du contraire. Que du contraire, tout en sachant d'où elle venait, cette dame me disait, écoutez docteur, moi je suis super heureuse quand je suis devant ma toile avec ma palette de couleurs et je fais ce que je peux. Maintenant je n'ai plus la précision du geste, mais je fais ça et ça me rend très heureuse. Donc l'art-thérapie, quel qu'en soit son niveau de qualité, ce n'est pas la qualité qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est la distraction du patient, c'est la motivation à faire quelque chose, avec ici un jeu de couleurs, etc. C'est vrai que c'est fort différent de ça, mais c'est tout aussi efficace comme ça. Voire plus, parce que là, on aurait peut-être encore plus besoin à ce moment-là. Donc, stimulation, il ne faut pas hésiter de stimuler le patient parkinsonien, ce qu'on appelle les thérapies complémentaires, art-thérapie, thérapie physique, tant que c'est possible, marche nordique, la danse, qui est fort reconnue aussi. Dans la danse, vous avez aussi le rythme. Le rythme est très important pour stimuler le parkinsonien. Le tai chi, c'est plutôt des exercices lents où on travaille l'équilibre, très important aussi. C'est l'inverse de la danse, mais c'est complémentaire. Chacun doit savoir un peu dans quelle direction il va ou de ce qu'il a surtout besoin, mais il peut faire les deux. On peut faire un jour de la danse, un jour du tai chi. Les thérapies de détente, la musique, musicothérapie. Tout ça est très important pour la motivation. Parce que derrière le mot fatigue, il peut avoir le mot motivation. Donc vous avez compris maintenant, on arrive encore aux douleurs, qu'on est en train de démembrer. Chaque fois que quelqu'un dit « je suis fatigué », le mot fatigue, moi, il ne m'intéresse pas quelque part. Le mot fatigue, il est normal. Mais je voudrais savoir ce qu'il y a derrière le mot fatigue. Qu'est-ce que moi je peux faire? Parce que contre la fatigue, je ne sais rien faire à part vous dire, allez vous reposer. Donc maintenant, si je comprends pourquoi vous êtes fatigué, et que vous utilisez le mot fatigue, peut-être pas pour bien dire les choses, bien sûr, vous n'allez pas me dire manque de motivation, manque de concentration, etc. Mais à partir du moment où le médecin, l'entourage, les gens qui vous entourent comprennent pourquoi vous avez cette plainte, là on peut vous aider. Alors il y a encore les douleurs chroniques. Il y a un adage que j'aime bien, qui dit un parkinsonien qui a mal est un parkinsonien qui va mal. Il est clair que quand un parkinsonien a une douleur, quelle qu'elle soit, ça le touche moralement, ça le ralentit encore plus, ça le met sûrement pas en forme. Et là aussi, il peut dire je suis fatigué, mais fatigué de ma douleur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de jouer sur les douleurs. Donc les douleurs diminuent les performances motrices et attentionnelles. Donc motrices et attentionnelles, vous retrouvez de nouveau le moteur et la concentration. Et les douleurs diminuent, les antalgiques perturbent aussi tout ça, parce que les antalgiques, ça vous fait un peu dormir. Donc il faut gérer au mieux ces problèmes douloureux, avec les médecins, les orthopédistes, médecins traitants, j'ai mal à l'épaule, qu'est-ce qu'on fait, etc. Il faut prendre en charge ces problèmes douloureux, parce que les problèmes douloureux chroniques vont évidemment vous, entre guillemets, fatiguer. Toujours le moins possible de médicaments, plutôt l'aide par kinésithérapie, massage, chirurgie s'il le faut. Je pense à une prothèse de genou, une prothèse de hanche. J'ai vu énormément de parkinsoniens se faire opérer la prothèse de hanche. Je dirais les deux doigts dans le nez, pas de problème particulier. Idem pour les genoux maintenant.
Je crois que quand il le faut et qu'on n'est pas trop âgé, il faut le faire parce que garder une douleur chronique, ça ne va faire qu'encombrer le reste de votre vie et rendre votre Parkinson d'autant plus difficile à gérer. Alors, vous allez dire maintenant, on a un peu décortiqué le mot fatigue, on va passer en revue les traitements. Alors, j'ai déjà dit certaines choses, hein, on passe en revue. Traitement contre la fatigue, ben, premièrement, avoir une qualité de traitement anti-parkinsonien la meilleure possible. Je vous ai dit que le parkinsonien qui a une bonne qualité de traitement n'est pas fatigué. Les problèmes commencent quand le traitement ne suit pas bien ou quand d'autres maladies ou problèmes se surajoutent. À part le traitement, je rajoute aussi la nutrition. Et je vous rappelle qu'un parkinsonien, en dehors de son traitement, doit être quelqu'un de survitaminé. Il ne faut pas avoir peur de donner des vitamines à un parkinsonien. C'est très bon, particulièrement les B, les C, les D, le magnésium. On rappelle juste que la B6 doit être prise entre les doses de dopa, parce que la vitamine B6 accélère le métabolisme de la dopa dans l'estomac. Donc, arrangez-vous pour prendre vos vitamines en dehors des prises de dopa, mais il y a quand même toujours au moins quelques heures entre deux prises de dopa pour vous prendre votre complément de vitamines. Mais n'hésitez pas à prendre des vitamines, c'est sûrement aussi une façon de lutter contre la fatigue. J'ai rajouté ici amantadine. Alors l'amantadine est un médicament qui n'existe plus en Belgique, qui a été fort utilisé à un moment comme anti-fatigue, et c'est à travers cette utilisation-là qu'on s'est rendu compte qu'il avait un effet aussi anti-parkinsonien, et surtout anti-dyskinésie. Donc les gens qui ont beaucoup de dyskinésie, certains neurologues vous prescrivent de l'amantadine, qu'il faut aller chercher en France, et même plutôt en Allemagne maintenant. Et c'est vrai que ça limite les dyskinésies. Maintenant, comme il est reconnu aussi comme anti-fatigue, il y a un double bénéfice à prendre de l'amantadine, mais faut-il encore pouvoir le supporter? Les effets secondaires ne sont pas nuls. Bon, enfin, ça peut être envisagé, mais vous voyez bien que je ne mets pas une interrogation, donc ce n'est pas quelque chose que je préconise. En réserve de réserve. Traitement contre la fatigue, qualité de sommeil, c'est sûr. Première chose, avoir un sommeil récupérateur. Si votre sommeil n'est pas récupérateur, il faut tout à fait chercher à comprendre pourquoi. Et il y a 36 choses à vérifier. Avoir un bon équilibre psychologique. C'est sûr que si on a des tendances dépressives, anxieuses, on va être beaucoup plus vite fatigué que la moyenne des gens. Et on en arrive maintenant à l'entraînement physique aérobique. Donc ça, on en a déjà parlé tantôt. Je vous ai dit que pour être le plus costaud possible et donc le moins fatigué possible, il fallait faire de l'entraînement. Alors, selon les études récentes, on dit que les patients parkinsoniens consacrent 30% de moins de temps aux activités physiques que les gens du même âge. On prend des gens du même âge. Donc, on va dire qu'autour de 65 ans, les non-parkinsoniens consacrent 150 minutes par semaine d'activité, par jour, et les parkinsoniens seulement 111 minutes. 111 minutes, c'est une grosse heure pour avoir des activités physiques. Dans l'activité physique, c'est simplement marcher, se balader, ce n'est pas encore aller au cours de gymnastique. Donc 30%, les patients parkinsoniens sont moins mobiles, on va dire, par rapport aux autres, de 30%. Ça, il faut essayer de rattraper ce retard. On peut comprendre que c'est en rapport avec des difficultés de marche, avec la sévérité de la maladie, mais il peut aussi y avoir le manque de motivation. On a déjà parlé beaucoup de motivation, elle utilise le mot fatigue, méconnaissance des bienfaits de l'exercice, y compris au niveau de la neuroprévention. Oui, parce qu'il y a une étude américaine qui a montré récemment qu'au plus on faisait de l'exercice, au moins vite la maladie de Parkinson évoluait. Donc c'est un facteur de neuroprévention. Encore une fois, la maladie de Parkinson, c'est une perte de neurones dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Actuellement, rien. On y reviendra peut-être plus tard avec la génétique. Si vous avez une question là-dessus, vous pouvez garder pour tantôt.
Mais pour le moment, rien. Il y a des médicaments qui freinent l'évolution de la maladie, ce qu'on appelle les IMAO, bien connus sous le nom LD Prilavant et Azilect maintenant, qui freinent la maladie. Mais une autre façon de freiner la maladie, c'est de faire de l'exercice physique. Pourquoi? Parce qu'en faisant de l'exercice physique, vous stimulez ce qu'on appelle des facteurs trophiques nerveux, entre autres le BDNF pour entrer dans les termes techniques. Donc en faisant de l'exercice physique, vous créez en vous-même des sécrétions de facteurs trophiques. Ces facteurs trophiques sont bons pour votre musculature, mais sont bons aussi pour votre cerveau. Et maintiennent mieux l'activité neuronale chez les gens qui font de l'activité physique que ceux qui ne font pas. Donc c'est très important de garder quand même une activité physique malgré qu'on est parkinsonien. Les effets positifs se marquent au niveau cardio-pneumo. C'est sûr qu'au plus vous faites de l'activité physique, au plus vous tiendrez un bon cœur, des bons poumons, ça va de soi. Hein, c'est pour ça qu'on fait faire du sport aux enfants aussi. L'exercice physique améliore votre endurance, améliore votre musculaire, améliore donc votre marche, votre équilibre, diminue le nombre de chutes, diminue la tendance à la dépression, améliore aussi votre concentration. Bref, l'activité physique, c'est panacée. Et donc, voilà, simplement vous sensibiliser sur le fait que les études montrent qu'il y a moins d'activité physique, 30% de moins chez les parkinsoniens, et ça, je crois qu'il faut rapidement rattraper le retard. Alors, l'OMS dit pour les sujets non parkinsoniens de plus de 65 ans, idéalement, il faudrait faire 2h30 par semaine d'activité d'intensité modérée. Modérée, c'est simplement du vélo. Par exemple, on monte sur son vélo, on pédale, on va marcher. Minimum 2h30 par semaine et 1h15 d'intensité plus soutenue par tranche de 10 minutes au moins. Donc c'est-à-dire qu'on met un peu de résistance sur le vélo et on est obligé de pousser un peu plus fort pendant 10 minutes. Voilà, ça c'est les recommandations OMS. Bon, donc on peut faire plus, ça c'est le minimum de base. On peut faire plus, voire jusqu'au double. Non, il ne faut pas en faire trop non plus. Hein. Trop d'activité physique, c'est des tendinites, c'est d'autres complications. Je n'ai pas dit qu'il faut faire de l'activité physique ad libitum, qu'on dit, hein, sans limite. Non, non. Il y a des limites qui sont là. Importance du plaisir et de la variété. C'est sûr que l'activité physique doit être ludique, comme on dit. On doit s'amuser en faisant ça. C'est pour ça que je disais que dans votre petite pièce de gym, il faut mettre de la TV ou un peu de musique parce qu'il faut s'amuser. Il faut varier, pas faire la même chose tous les jours. Un jour on va nager, un jour on va marcher, un jour on fait du vélo, enfin on varie. Et ça c'est évidemment très très bien. Alors, on en arrive à parler quelques minutes de la thérapie cognitivo-comportementale dans le contexte de la fatigue. Je vais trop vite, voilà. Qu'est-ce que c'est que la cognitivo-comportementale, donc TCC? Ce sont des thérapies brèves, donc on rentre un peu dans les psychothérapies, si vous voulez, qui visent à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des réactions en adéquation avec la réalité. Donc je reviens un peu à l'idée de tantôt. Ah, j'ai peur d'aller à telle réunion, ou au théâtre, ou au cinéma, je ne vais plus à tout ça, parce que si je tombe en off, si je fais une période off, comment je vais m'en sortir, etc. Donc on perd confiance en soi. On perd confiance en soi progressivement, et cette thérapie, c'est vous redonner confiance, essayer de limiter les troubles anxieux, parce que parfois on devient tellement anxieux vis-à-vis d'une situation qu'on est anxieux vis-à-vis d'une situation qui n'existe pas. On anticipe tellement quelque chose que finalement on ne bouge plus, alors que l'incident n'arrive peut-être qu'une fois sur 10 ou une fois sur 20, mais on ne va pas bouger 20 fois sur 20 à cause de ça. Donc il faut sortir d'une exagération des troubles anxieux, et ça c'est ce que les thérapies cognitivo-comportementales peuvent vous aider. Vous voyez que c'est aussi efficace dans les troubles dépressifs, les troubles du sommeil. Il faut consulter en psychothérapie pour ça. Mais l'éducation dont je vous parle se rapproche très fort de ça, parce que l'éducation donne aux patients les moyens de gérer sa situation, ses difficultés, et à ce moment-là, le patient est plus motivé,
Les proches sont plus compréhensifs parce que quand les proches d'un patient ont compris les complications de la maladie, rappelez-vous, comprendre pour agir, au plus on comprend le patient, au mieux on se met entre guillemets dans sa peau, à sa place, et on est moins exigeant avec le temps. Hein, et les soignants sont plus efficaces. Donc c'est très important, les thérapies cognitivo-comportementales et l'éducation, parce que ça peut redonner beaucoup de motivation, diminuer l'anxiété. Je vous ai dit, l'anxiété, elle est énergivore, elle consomme votre énergie intérieure. C'est un peu dommage de ne pas l'utiliser autrement, votre énergie intérieure. D'autant que vous êtes déjà batterie faible. Si le batterie faible, c'est pour aider, pour nourrir de l'anxiété, c'est vraiment dommage. Donc essayons que l'énergie que vous avez, ben, elle sorte bien dans les choses intéressantes pour le patient. Et donc, quand on profite de l'éducation, eh bien, on a une économie de traitement, ou en tout cas un traitement plus adéquat, ou mieux adapté aux besoins d'heure en heure. Parfois, un des exemples de l'éducation, c'est le fameux freezing. Le freezing, c'est le patient qui, tout en étant correctement mobile, à un moment, suite à un bruit, un son brutal ou un passage étroit, va tout à coup se bloquer sur place au risque de chuter. Ça s'appelle le freezing on, parce que le patient est on au départ et il freeze. Alors certains ne savent vraiment pas quoi faire devant ça, à la limite imaginent qu'il faut prendre un médicament en plus pour s'en sortir, ce qui est faux. Il n'y a pas besoin de médicaments, il faut simplement bien expliquer que c'est la pointe des pieds qui est toxique et qu'au plus on marche sur sa pointe des pieds, au plus on risque de rester bloqué sur sa pointe des pieds. Donc il faut se redresser et marcher en talon de pointe. Et je fais tous les jours l'exercice dans mon bureau avec un patient qui a du freezing. Je lui dis maintenant, on va faire une zone étroite et vous allez me la passer en forçant le talon de pointe. Et bien, elle passe à chaque fois sans problème. Le tout est d'avoir dans la tête qu'il faut forcer le talon de pointe au maximum pour éviter le freezing. Voilà un conseil éducatif qui empêche des suppléments de médicaments, parce que certains parfois prennent des médicaments en plus alors qu'il n'y a pas besoin, empêche d'avoir, je dirais, des blocages intempestifs, empêche des chutes. Vous vous rendez compte que sur un simple conseil, vous pouvez gagner énormément sur la vie d'un patient. Ça, ce sont les bénéfices de l'éducation. Alors, renforcement des effets de la revalidation, de l'art-thérapie, on est d'accord que l'éducation va aussi vous amener à dire il faut bien faire votre gym d'entretien ou travailler avec votre kiné, on va vous stimuler à de l'art-thérapie motivante. Ça donnera aussi une diminution des traitements complémentaires parce que le patient qui arrive à mieux gérer son freezing, il va avoir moins peur d'aller à des réunions, moins peur d'aller au cinéma. S'il a moins peur, il sent moins anxieux. S'il sent moins anxieux, il sent moins dépressif. Donc vous voyez qu'au départ, d'une bonne éducation, avec un bon traitement équilibré par ailleurs, vous pouvez avoir des résultats extraordinaires sur la santé physique et psychologique d'un parkinsonien et même diminuer donc sa fatigue. Il y aura moins d'effets secondaires des médicaments si on en prend moins, etc. Moins de complications de chute. Traitement contre la fatigue. Que dire de la gestion de la conservation d'énergie, de l'acupuncture? La gestion de la conservation d'énergie, ce sont des mots que vous trouvez de temps en temps dans des livres, des petits magazines où on vous dit il faudrait faire la gestion d'énergie. En fait, vous êtes dans la psychothérapie. Et on est d'accord que les psychothérapies, sont utiles contre la fatigue, surtout si votre fatigue elle est liée à l'anxiété ou à la dépression. C'est sûr que si on peut vous remettre en confiance, ça vous fera du bien. Mais ça ne fera du bien que sur cette fatigue-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Si votre fatigue est liée à l'anxiété et à la dépression, faites une psychothérapie, mais ne demandez pas que ça gère toutes vos plaintes qui ressemblent à de la fatigue. Donc pour le reste des étiologies, ça reste inefficace, mais ça peut être très utile si c'est votre cas. Alors l'acupuncture, c'est ça que je lisais justement ce week-end dans une revue américaine qu'on appelle le Movement Disorders. Vous voyez que ça a été publié en 2016. Eh bien, oui, juste en Colorado, Floride,
ils ont pris 94 patients parkinsoniens et les ont soumis à de l'acupuncture 2 fois par semaine pendant 6 semaines. Il y avait cependant 2 groupes. Un groupe recevait effectivement de l'acupuncture, l'autre groupe, on faisait semblant. Mais il fallait quand même chez l'acupuncteur, parce qu'on est obligé, lorsqu'on veut vraiment faire des comparaisons, si vous dites à certains on fait l'acupuncture et aux autres vous restez chez vous, ben, on voit évidemment, les gens se rendent tout à fait compte de ceux qui ont et ceux qui n'ont pas l'acupuncture. Ici, les gens ne savaient pas se rendre compte, tout le monde allait chez l'acupuncteur, sauf que pour certains, l'acupuncture était réellement efficace, pour les autres, on faisait semblant. Et puis, on a mesuré toutes sortes d'échelles, et entre autres, une échelle de fatigue. Alors, cette échelle de fatigue, je l'ai regardée, il y a 21 items, mais ça n'a rien de spécifique. C'est est-ce que vous vous sentez fatigué en journée, est-ce que vous avez tendance à vous endormir après le repas, des choses comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on ne série pas, on ne fait pas un inventaire bien précis des causes de fatigue. On met tout. Le melting pot, on met tout dedans. Que votre fatigue est liée à l'anxiété, à la dépression, à un traitement mal réglé, à des mauvaises qualités de sommeil. Tout est melting pot dedans. Donc forcément, ils n'ont pas su voir de différence. Donc les résultats de l'étude, c'est que il n'y a pas de différence entre les 2 groupes sur la fatigue en ce qui concerne acupuncture ou pas acupuncture. Mais malgré tout, tout n'est pas négatif parce que 63 des patients se sont dit améliorer un tant soit peu. Vous voyez? C'est ce qu'on va appeler un effet placebo. Et particulièrement, le parkinsonien est très sensible aux effets placebo. Très difficile de faire des études de médicaments ou des études comme celle-ci avec des patients parkinsoniens parce que, et je vous l'ai dit au départ, la dopamine intervient dans le circuit de récompense. Et donc, le circuit de récompense est évidemment très important dans la réponse au traitement. Et donc, les patients parkinsoniens se comportent, je dirais, fort différemment des autres sur ce plan-là. Et souvent, on trouve des effets placebo dans les études. Mais en dehors de ça, on n'a pas pu montrer que l'acupuncture était efficace par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Donc, autant ceux qui n'en avaient pas que ceux qui en avaient, tout le monde s'est amélioré. Mais à mon sens, et je trouve un peu dommage qu'en 2016, on publie dans des belles revues américaines, une étude sur la fatigue, parce que c'est bien marqué, c'est étude contrôlée de l'acupuncture pour la fatigue dans la maladie de Parkinson, et qu'on ne série même pas d'où vient la fatigue du patient. On prend tout. Ça, c'est un peu dommage parce que ça manque de sérieux. Voilà, alors je rappelle aussi toute l'importance de l'adhésion thérapeutique de la maladie de Parkinson. C'est ce qu'on a dit au départ, le patient doit être concerné par son traitement, il faut lui expliquer pourquoi on lui donne ça, pourquoi on lui demande de faire comme ça, pourquoi il doit prendre ses médicaments toutes les 2 ou 3 heures. Et c'est en expliquant le pourquoi que vous arrivez à créer une adhésion entre le thérapeute et le soigné. Et cette adhésion est fondamentale pour obtenir des résultats qu'on appelle alors l'empowerment. L'empowerment, c'est une notion assez récente psychologique qui littéralement se traduit par monter en puissance. Et on a pu montrer effectivement que les patients qui étaient bien pris en charge, qui devenaient acteurs de leur traitement, voire de leur vie, reprenaient un certain contrôle sur leur maladie, de nouveau via l'éducation, leur apprendre à gérer leur traitement, leur gérer leur marche, etc. Et tout ça va permettre aux patients de monter en puissance et de retrouver un certain niveau supérieur. Ceci implique un chamboulement dans la vision de la personne âgée par elle-même, et sortir du cliché fauteuil TV, surtout sortir de ça. Idem pour les proches. Donc il faut être le plus possible proactif dans sa maladie, s'intéresser à sa maladie, qu'est-ce que je peux faire pour bien faire, tout le temps se poser cette question, qu'est-ce que je peux faire pour bien faire? Quoique compte tenu de limites pour le repos et la détente. Je vous l'ai dit, je ne vous envoie pas faire des marathons, soyez actifs, mais avec des limites et avec des pauses régulières, à la limite toutes les heures, toutes les 2 heures. Ne pas oublier l'aide au conjoint aidant. Il faut aider le conjoint pour qu'il se sente bien à ses places, à la fois de conjoint et d'aide. Le conjoint aidant, il est à la fois conjoint, il est à la fois aide.
Donc il faut tout faire aussi. C'est ça qui est fort important que quand le patient parkinsonien consulte, son conjoint, ses enfants, quand il n'y a plus de conjoint, accompagne. C'est très important de parler à plusieurs personnes à la consultation plutôt qu'à une seule personne. Ça aide aussi à ce que tout le monde autour du patient soit bien à sa place et bien dans sa place. Voilà, je termine là-dessus. Pour ceux qui veulent des informations sur le livre, je suis disponible.